Eh bien, écoutez, on est pile à l'heure. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là pour celles et ceux qui sont présents. Moi, je suis en mode virtuel depuis Paris. Euh, je vais me présenter en quelques instants et après, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu comment transformer sa marque avec l'impact du Covid et réussir en 2022, puisque 2021, ça sera bientôt terminé. Qui suis-je? Donc, je suis Emmanuelle Petiot. J'ai occupé le poste pendant 17 ans de directrice marketing digital en agence. J'ai travaillé pour des grandes marques telles que Lagardère Travel Retail, Lagardère Service, Lagardère, BP, Avia, Elior, Crédit Foncier, Leclerc, enfin Carglass, plein de marques où j'ai développé les stratégies digitales d'entreprise en partant soit de rien, soit en réinventant toute la stratégie de la marque et la stratégie digitale de la marque. Actuellement, je suis consultante pour mes anciens clients et professeur en marketing digital donc chez Kedge, chez Thalys Business School, enfin dans pas mal d'écoles du coup en France. Je donne aussi pas mal de conférences à l'international. Je suis aussi coach sur un réseau social qui est mon réseau social de prédilection, qui est LinkedIn. Je suis passionnée par la visibilité, le branding, les marques et le SEO. Voilà, c'est vraiment mes passions depuis un moment. Comme ça évolue rapidement, j'aime bien évoluer avec les outils et les progrès et les stratégies qui en découlent. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu sur la Covid. Est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a eu un impact sur l'accélération de la transformation digitale? Ensuite, on va voir un petit peu les impacts sociaux sur les consommateurs et les entreprises. Un tout petit peu d'historique de marque, ça fait jamais de mal. Ensuite, je vais introduire le workshop. Les habitudes, du coup, de consommation des marques. Qu'est-ce qu'un outsider, du coup, et justement, comment il peut être puissant par rapport à des marques qui existent depuis très longtemps? Est-ce qu'il faut tout simplement s'inventer ou se réinventer? Tout ça va vous permettre, du coup, d'ouvrir vos perspectives de renouveau dans le digital, de pouvoir aussi de savoir exactement où vous pouvez aller et de savoir se transformer, de repenser vos bases. On va voir aussi un ou deux canaux enrichis. Et si vous avez une ou deux problématiques, ce sera avec plaisir que j'en parlerai. Les objectifs de la présentation, déjà, ça s'adresse à qui tout simplement? À tous les professionnels qui sont dans le marketing, la communication, dans le branding, donc les brand managers et tout ça, ou les prestataires de services. J'espère que vous allez y trouver une véritable valeur ajoutée. Les objectifs, définir les attentes des consommateurs avec la période post-Covid, les différentes méthodes d'évolution de votre marque. Ensuite aussi, ça va être de pouvoir mesurer les enjeux du processus de digitalisation et découvrir de nouvelles perspectives. Voilà. C'est parti. Alors, la première chose, c'est est-ce que la Covid a été accélératrice de la transformation digitale? C'est ça. Moi, j'aime beaucoup être en présentiel parce que dans ces cas-là, on peut échanger là-dessus. Donc là, on va passer un peu rapidement parce que vous n'êtes pas avec moi. J'ai entendu dire oui, non. Alors, on a pu voir qu'il y avait énormément de stratégies, de marques et ou d'entreprises parce que on peut avoir une entreprise sans être une marque déjà. Donc ça, souvent, ça arrive. On a pu voir que ça a donné un vrai coup d'accélérateur pour les marques qui étaient prêtes déjà dans le digital et pour toutes les autres, ça a été bien compliqué. Il y a eu quand même deux vagues de Covid. Celles qui n'étaient pas prêtes à la première ont essayé en tout cas d'être prêtes à la deuxième, bien sûr avec les statistiques qu'on comprend évidemment pour tout ce qui est e-commerce, pour tout ce qui est valeur. Il y avait aussi énormément de programmation, que ce soit sur le on ou le offline, qui ont été décalées parce que du coup, les publicités n'avaient plus lieu d'être. Et le fait de réenclencher des tournages, des nouvelles valeurs qui ont été apportées par le Covid, ça a vraiment bousculé l'audimat, les publicités et les plannings. C'est ce qu'il faut se dire. Moi, j'étais un petit peu voilà, en support là-dessus. Ça a été un peu complexe. On a eu des surfroides, voilà. On a dû déprogrammer, refaire appel à des agences. Voilà, ça a été un peu complexe, hein, il faut l'avouer. Donc, est-ce que la Covid a été accélératrice de la transformation digitale? Alors, tout d'abord, on va voir juste un petit récapitulatif. Le changement d'air a commencé bien avant le Covid. En 2019, on était dans une année charnière.
puisqu'on était dans une année un petit peu climat, en se disant, OK, on commence à prendre conscience qu'il faut consommer différemment, la consommation doit être repensée, les modes de consommation doivent être repensés, les produits et les stratégies doivent être repensés, puisque les consommateurs ont eu des nouvelles attentes. Donc, on a commencé déjà en 2019 à avoir des progressions dans la consommation des consommateurs. Ensuite, il y a eu des tendances qui ont été ancrées sur le bio, sur les OGM, sur tout ça, sur tout ce qui était aussi dans l'agroalimentaire, mais pas que, dans tout ce qui était réparabilité, aussi dans tout ce qui était électronique ou les machines à laver ou les choses comme ça. On est vraiment dans le côté un peu plus durable et réfléchi des modes de consommation. Il y a des lois qui justement ont été faites pour ça, en tout cas en France, parce que je pense qu'on a beaucoup d'amis, en tout cas j'espère en Tunisie, qui nous suivent. Il y a eu pas mal de lois qui ont été votées sur le côté obligatoire et réparable, du coup, des machines ou de l'électronique. Donc, c'est des lois françaises qui ont été portées et validées. Donc, on a déjà commencé en 2019 à avoir une année charnière, à avoir un début de transformation. La crise, avec un effet loupe en synthèse et en deux petits mots, les sillons se sont creusés. On est vraiment dans une consommation collaborative. On a pu voir évoluer des plateformes collaboratives d'achat, en tout cas en Europe, qui ont été créées pour que justement les consommateurs puissent avoir un peu plus d'impact dans les achats. On a pu voir aussi arriver il n'y a pas si longtemps que ça, le lait d'ici, ce sont des coopératives qui se sont montées par rapport à des consommations plutôt agricoles. Donc, vraiment, il y a eu vraiment une consommation de plus en plus collaborative. Les circuits courts, du coup, sont favorisés. Le Made in France ou le Made local ou le fait à moins de 30 km de chez nous, vraiment est ancré de plus en plus dans les habitudes de consommation. La contrainte devient inspiration et porteur d'espoir, parce que nous avons vraiment l'espoir de ne plus faire venir, comme j'ai pu voir il y a à peu près 2 semaines, un reportage des roses, par exemple, des Philippines. Même si, après un bilan carbone, on peut se dire que par rapport aux roses qui sont fabriquées en Hollande, il y a moins d'impact environnemental. Enfin, si on en est de là à mesurer l'impact environnemental de chaque consommation, autant consommer local pour essayer en tout cas d'en avoir de moins en moins. Les paradoxes qui sont à gérer actuellement, et je pense pendant encore quelques années pour les marques, c'est l'intérêt général et l'intérêt personnel. Ça veut dire essayer de comprendre l'intérêt général des consommateurs et l'intérêt personnel de la marque, et d'essayer de grouper et d'essayer de faire fusionner et de faire adhérer les deux intérêts ensemble. Entre le discours et l'offre, il y a souvent un fossé qui se creuse, en tout cas dans les marques, et d'essayer vraiment de ne pas que marketer, mais de donner la preuve de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment pour… Je suis une marketeuse, mais il ne faut pas que marketer l'offre. Il faut se dire, OK, est-ce que vraiment je fais ce que je dis? Ça, c'est important. Le rôle des marques, elles sont accompagnatrices du changement. Elles peuvent être utiles, apaisantes, rassurantes et de créer aussi un attachement à la marque. On est attaché à une marque puisque très simplement, on n'achète pas qu'un produit, on achète la marque et ce qu'elle transmet. Si elle n'arrive pas à toucher certaines de vos émotions, vous n'allez pas l'acheter, très simplement. Donc ça, c'était juste la petite introduction. Alors, les circonstances actuelles qui ont causé le coronavirus aussi, elles ont accéléré l'adoption du digital. On a pris des nouvelles habitudes digitales. C'est d'ailleurs pour ça que Amazon a explosé du coup son nombre de salariés. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de plateformes régionales, en tout cas en France, qui se sont montées pour essayer d'aider les petits commerçants aussi. Donc, il faut savoir réorienter régulièrement votre marque et votre approche stratégique afin de transformer toutes les activités commerciales et de répondre aux attentes de vos clients. Souvent, on dit on doit au minimum répondre aux attentes. On peut aussi inventer un besoin, créer un besoin et révéler un besoin. Quand on arrive à révéler un besoin, on va beaucoup plus loin que de juste répondre aux attentes des consommateurs. Donc ça,
c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas dans la stratégie à faire, c'est beaucoup plus long que de simplement répondre aux attentes actuelles des consommateurs. Parce que si vous répondez juste aux attentes actuelles, celles-ci vont évoluer et vous allez toujours être un suiveur et non pas un précurseur, de pouvoir donner envie d'avoir quelque chose que la personne ne savait pas. Alors, comment comprendre cette évolution des besoins afin d'adapter vos stratégies digitales? Alors, l'impact de l'adoption accélérée du digital sur le comportement des consommateurs. Google, du coup, on fait énormément de recherches sur Google Trends et sur les résultats de recherche, les résultats enrichis et les mots-clés de longue traîne. Le digital s'est accru depuis les mesures de confinement, depuis le premier dans de nombreux pays. Parce que vraiment, les canaux, tous les canaux digitaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes de vente en ligne, que ce soit les plateformes collaboratives, vraiment tous les canaux sont devenus les seuls moyens d'interaction avec l'extérieur. C'est pour ça qu'il est intéressant vraiment de constater à quel point l'offre s'est étoffée, le changement d'habitude s'est déclenché et vraiment, il a été très, très rapide du coup chez les internautes. Pendant le premier confinement, la plupart des consommateurs ont effectué tout leur achat en ligne. Et depuis environ début mars 2021, le nombre de recherches du type achat online ou achat de jeans en ligne, tout ce qui est en ligne, vraiment a explosé. Je crois que c'était multiplié par 2 à travers le monde. Par rapport au rapport de Google que j'ai pu rechercher concernant toute la mobilité, la fréquentation des établissements physiques devrait mettre du temps avant de retrouver tout son niveau d'avant. Sauf que là, en ce moment, on est dans le côté, on supporte les petits commerçants, on a envie de ressortir, mais on a pris certaines habitudes qu'on ne va pas abandonner à 100%. La facilité, le prix, plus d'attente à la caisse, donc c'est vraiment aussi aux marques de se réinventer. Alors, on a vu un peu les tendances aussi de déplacement par zone géographique pour différentes catégories d'établissements, comme le commerce et le loisir, qui seront beaucoup moins évidemment touchés, parce que d'avoir un loisir à distance est un peu plus compliqué. Voilà. Les impacts maintenant sociaux sur les consommateurs et les entreprises. Alors déjà, il y a eu un vrai impact social. Parce que la façon dont les personnes ont passé leur temps libre a changé en raison de la pandémie et des mesures de distanciation sociale. Il y a des habitudes, par contre, qui vont rester ancrées. On ne sait pas exactement à l'heure d'aujourd'hui, puisqu'on n'est pas capable encore d'analyser tout ce qui n'est pas encore arrivé, mais il y aura certaines habitudes qui, en tout cas, ne vont pas changer. La façon vraiment dont on passe notre temps libre vraiment a été modifiée et elle serait faite vraiment dans tous les types d'applications qu'on a téléchargées justement pour essayer de se rapprocher les uns avec les autres, les actualités, les réseaux sociaux. On peut voir par exemple, parce que je suis spécialiste LinkedIn, que sur LinkedIn, en 1 an, on a gagné juste en France 2 millions de profils, et non pas de membres, de profils en plus 2 millions en 1 an, c'est énorme. Je ne vous parlerai pas des autres réseaux sociaux. Donc les besoins vraiment sous-jacents des consommateurs, c'est quoi? C'est rester connecté avec les autres, se divertir, apprendre, s'informer et acheter. Ils vont vraiment demeurer les mêmes, mais grâce à la technologie, on a changé vraiment notre façon de les appréhender. Les entreprises des biens de consommation surtout, elles devraient mettre davantage l'accent sur les outils numériques par rapport aux outils traditionnels. On a pu voir régulièrement dans certaines boutiques, quand il vous manque une taille ou une couleur, ils vous l'envoient justement par la poste. Donc, c'est aussi d'essayer pour les commerces de pouvoir justement proposer des offres e-commerce et pour les e-commerçants, peut-être aussi de temps en temps de développer des points de vente physiques, en tout cas dans les grandes agglomérations. Alors, les nouvelles habitudes de consommation. Côté entreprise, ça s'est vraiment accéléré parce que, par exemple, le nombre de recherches sur les sujets, alors que je me rappelle, essais virtuels, comment choisir sa taille, livraison de thé, chat en direct, fitness online, cours de sport à distance, coach virtuel, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment énormément développé. On veut interagir, comme je vous le disais, avec ses proches,
Les consommateurs vraiment actuels ont des attentes beaucoup plus élevées qu'avant le Covid. Vraiment beaucoup plus élevé. Et c'est vrai qu'on a mis un niveau un peu haut parce qu'on attend beaucoup plus des marques. Et quel que soit vraiment le secteur d'activité ou la taille, on doit vraiment accélérer la transformation digitale. On doit aussi transformer les activités pour toucher les clients là où ils se trouvent et proposer l'expérience, et ce sera justement tout à l'heure le mot de la fin, l'expérience client, l'expérience qu'ils attendent de votre marque. Alors, petit point sur l'historique des marques, parce que je trouve ça assez intéressant de faire une petite slide à chaque fois dessus. Alors, j'ai pris comme exemple, du coup, voilà, certaines baskets et voilà, j'aime beaucoup ce design, du coup, qui rappelle énormément l'historique de la marque. Alors, l'histoire des marques. Avant de définir vraiment exactement est-ce qu'on doit faire une transition, une transformation ou s'inventer face à une époque donnée, juste quelques petites anecdotes utiles et j'espère en tout cas, comme moi, elles vont vous inspirer sur les marques telles qu'elles existaient à différentes époques. Alors, l'évolution des marques par rapport justement à l'évolution naturelle de nous, simples bipèdes. Donc, si on se penche sur certaines transformations, on peut déduire que les marques ont justement une faculté d'adaptation innée. Par exemple, chez les animaux, certains éléphants naissent maintenant sans défense. Donc, même les animaux continuent, par rapport à l'évolution des années, à se transformer. On doit ainsi en tirer les leçons. C'est vraiment important, car c'est les enseignements de tout ce qu'on vit actuellement, autant sur le plan personnel que commercial. Ça va vraiment pouvoir déterminer notre besoin de demain. Pourquoi ? Parce qu'on a des défis aujourd'hui. Repenser l'intention. L'intention, c'est l'un des facteurs de référencement naturel. Quelle est l'intention de la personne qui cherche? Et ça, c'est vraiment important de toujours pouvoir se dire quelle est l'intention du client, ainsi que ses envies qui changent, qui ont changé, qui changeront encore, pour prendre conscience, je l'espère en tout cas, de la nécessité de se rapprocher au mieux des consommateurs, qui n'en sont d'ailleurs plus, parce que ce sont des consommateurs. Le people to people, donc le P2P, doit être vraiment intégré à chaque cycle de vie de chaque produit d'une marque. Ça, c'est vraiment très, très important. Quelle expérience vous allez faire vivre à vos consommateurs et qu'est-ce que vous avez envie de leur faire vivre. C'est là où il faut vraiment se poser la question. Et c'est toujours ce que j'essaye de faire quand je travaille avec des marques, c'est de me dire qu'est-ce qu'on veut leur proposer, qu'est-ce qu'on veut qu'ils mémorisent et qu'est-ce qu'on a envie de lui faire vivre. Que ce soit en ligne, que ce soit en physique, ou que ce soit en mode hybride, comme aujourd'hui au Tunisia Digital Summit. Voilà, c'est ça qui est important, qu'est-ce qu'on a envie de lui faire vivre. On pourrait aussi lui poser cette question en se disant, par exemple, est-ce qu'il a envie de papillonner à travers justement une variété de marques, de produits ou de sites web, sans effectuer un achat, mais pour se renseigner, pour pouvoir s'informer? Est-ce qu'il a envie de faire quoi? De découvrir peut-être, de chercher parce qu'il est dans les favoris, le site web de sa marque, mais il ne sait pas trop ce qu'il a envie d'y trouver. Est-ce qu'il a aujourd'hui envie de s'informer, d'obtenir des nouvelles, des faits ou des conseils? Qu'est-ce qu'il a vraiment envie de faire? Est-ce qu'il a envie peut-être de se divertir, de s'amuser, de communiquer, d'échanger ou peut-être même de rêver à quelque chose qui n'est pas accessible pour l'instant, mais il y aura justement un point d'ancrage sur son rêve plus tard. Et on dit toujours que plus on attend, plus on apprécie les choses. Il ne faut pas oublier les consommateurs de demain. C'est pour ça qu'il y a, et dans toutes mes stratégies, j'essaie en tout cas, suivant certaines marques, d'inventer ce qu'on appelle chez nous un baby marketing, non pas un ado marketing, mais un baby marketing, en se disant, par exemple, est-ce que je vais pouvoir commencer à le toucher dès sa tendre enfance? L'attachement à la marque se crée sur le long terme. Ça, c'est vraiment important. Donc, on développe de plus en plus de stratégies comme ça avec mes clients et les agences avec lesquelles je travaille. Donc, l'expérience, ça, c'est vraiment important. Sur le workshop, alors, l'outsider, tout le programme, on vient de le voir. Repenser les bases, se transformer. Si vous avez des questions, on verra à la fin. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, Emmanuel Petiot, Petiau.
Les habitudes de consommation des marques. Alors, en 2021, parce qu'on c'est à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de transposer en 2022, mais on va un peu parler d'actuellement, le consommateur est tiraillé entre le désir de se simplifier la vie et le besoin de garder le contrôle sur ses données, en tout cas pour tout ce qui concerne les cartes de fidélité, le e-commerce et toutes les données personnelles. D'ailleurs, il y a énormément de lois RGPD qui ont été inventées en Europe et en France aussi, et qui protègent de plus en plus le consommateur. Pour plus de commodité, les consommateurs peuvent être tenus de renoncer au contrôle de leurs données, par exemple en utilisant différents moteurs de recherche, dont je tairai le nom, vous avez tous et toutes compris. La quantité d'informations que les consommateurs vont accepter d'échanger va varier selon les cultures, les pays et les personnes. Vous n'avez pas les mêmes lois en France qu'aux États-Unis, qu'en Russie ou dans d'autres pays. Pour vraiment que vous puissiez emporter l'adhésion de vos consommateurs, vous allez devoir trouver le bon équilibre entre l'instauration de la confiance, la sécurisation des données et la valeur ajoutée de vos produits et de vos services. Je vous assure que ce n'est pas du tout évident de pouvoir coupler tout ça. Par exemple, moi, je me suis souvent dit, entre guillemets, bien sûr, je précise, je suis assez friendly, donc je n'ai pas de problème à ça, comme ennemi de la DSI. En tant que marketeur, c'est très compliqué, du coup, de pouvoir coupler les obligations légales et du coup, le marketing. C'est assez compliqué. Nous, on veut essayer de mailler, mais en ciblant, et eux, ils veulent essayer de protéger sans avoir d'amende. Donc maintenant, on commence à devenir un peu plus amis, mais en tout cas, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça encore, on avait du mal à collaborer ensemble. Je pense qu'ils ont commencé, les DSI, à avoir une ouverture d'esprit et moi à céder des positions. Je pense que c'est plutôt grâce à ça, en tout cas. Voilà. Les tendances des consommateurs. Capter for all et globalisation. Je vais parler aussi de glocalisation. Capter l'attention. Il faut savoir que l'attention, que ce soit du coup en point de vente, dans le retail, dans des chaînes de retail ou dans le e-commerce ou sur Internet, l'attention à capter est très compliquée. Parce qu'on a énormément d'informations, on est exposé à des dizaines de fois à des publicités par jour. Il suffit encore qu'on parle de retargeting et on voit toujours les mêmes. C'est bien paramétré, voilà. Après, il faut doser. Moi, par exemple, pour des campagnes de pub, j'évite de retargeter sur 24 heures plus de 2 fois et demi. Voilà, c'est 2 fois et demi parce que des fois, c'est 3, des fois, c'est 2. Donc, voilà, c'est important non plus de ne pas lasser. C'est important aussi de ne pas proposer toujours la même chose. Avec justement des conditions techniques. If tu as déjà vu celle-là, eh ben, on va diffuser une autre. Donc, c'est vraiment important de ne pas exposer les personnes à la même chose. Donc, vraiment, on doit avoir un contenu précis, concis, ciblé, surtout ciblé, parce que quand vous regardez, par exemple, vos campagnes Google Ads, donc si vous en faites, ou Yahoo Ads, enfin moi, je ne fais pas de Yahoo Ads, je fais du Google Ads, vous pouvez être diffusé sur différentes plateformes. Mais entre le nombre d'affichages et de clics, il y a une déperdition impressionnante. Vous pouvez avoir 100 000 affichages pour avoir, par exemple, 1000 clics, ce qui est vraiment pas énorme du tout. Et c'est d'essayer de faire baisser le nombre d'affichages et d'augmenter le nombre de clics qui sera vraiment important. Et je vous assure que ce n'est pas évident parce qu'on est noyé. Il faut vraiment se démarquer, faire du copywriting, faire vraiment des publicités impactantes, mais en ayant des vraies valeurs et faire vivre une expérience. Et pas que de proposer des promotions sur sa marque. D'accord ? For all, donc pour tout le monde, l'authenticité et l'inclusivité sont à l'honneur. Vraiment, en 2021, c'est important. Les marques doivent recadrer leurs produits et tous leurs services pour être accessibles à tous. La diversité va devenir une mesure clé de toute la pertinence de la marque. Je crois que vous commencez à voir un peu toute la complexité et voilà. Mais c'est passionnant. Alors, on va parler de globalisation. Les consommateurs, du coup, on retourne aussi à leurs racines. Les marques de niche entament leur route vers le succès mondial. Il y a énormément de marques de niche qui commencent à prendre énormément de PDM, de marques qui ont été assises depuis plus de 100 ans. I'm so exciting to see that. Vraiment, c'est impressionnant, passionnant. Elles accentuent leur référence locale et les multinationales sont de plus en plus sophistiquées dans l'adaptation de leurs produits à la culture locale. C'est ce qu'on appelle, pour la dernière phrase, la glocalisation. C'est de se dire, on prend 80% de globalisation pour adapter à 10%
pour adapter à 10% de local. C'est ce qu'on appelle la glocalisation. Et c'est tout ce que les marques font tout le temps. C'est passionnant aussi, je vous assure. Donc, les évolutions technologiques en toute perspective. Alors déjà, 78% des marques prévoient d'offrir des expériences clients qui vont être basées sur la réalité virtuelle. Ça, c'est vraiment important de se le dire, parce que je crois que c'est 38 ou 40% des marques ont déjà mis en œuvre cette technologie du coup de réalité virtuelle, d'immersion. 78% des marques utilisent les chatbots pour leur interaction client. Et Google a parlé il y a à peu près, il y a combien de temps? Il y a 4 ans, du coup, des voicebots. Des voicebots. Il y a aussi les callbots, mais ils sont un peu plus anciens. Les voicebots vont vraiment, et j'espère, si je peux d'ailleurs pousser cette technologie, ce sera intéressant. Les callbots vont être vraiment, en tout cas, j'espère, entre guillemets, l'avenir du coup de la relation client. Il suffit de taper VoiceBot sur Google, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y avait une démo il y a quelques années pendant une conférence de Google. C'est impressionnant et ça va faire énormément gagner de temps pour les services clients, mais aussi en expérience client. C'est ça qui est vraiment important aussi pour les marques, c'est parler d'expérience client. Les marques, vraiment, ils sont à la traîne, par contre, sur la gestion des données. Alors ça, voilà, ça c'est à cause des marketeurs, on va dire, c'est à cause de nous. Si on avait une analyse plus fine des données clients, on aurait beaucoup plus d'impact sur l'expérience qu'on va proposer. Et c'est là où le bas blesse régulièrement. 66% je crois que c'est 66%, ouais, des marques en France n'intègrent pas des données issues des réseaux sociaux ou de leur CRM, ce qui est assez impressionnant, je vous l'accorde. Bien sûr, personne n'est parfait. C'est vraiment dans une stratégie sur le long terme, d'engager du coup des gens qui vont être porteurs de la transformation aussi digitale, ce qui n'est pas évident. On se dit, on investit dans quelque chose qui sera peut-être opérationnel dans 2-3 ans. C'est un projet. Un projet est fait justement pour être bien déterminé en amont. Il y a énormément de collecte de données. Donc, les collectes de données sont intéressantes. On collecte des données qui sont transférées dans ce qu'on appelle un data lake. Un data lake, c'est un lac de données. Si ces données ne sont pas transformées, elles ne servent à rien. C'est de faire de la collection de timbres. C'est pareil. Voilà, c'est joli, c'est super, mais ça ne sert à rien. Surtout que le prix du timbre augmente régulièrement et après, il faut s'embêter à aller recoller et recoller les timbres. Enfin, je ne vois pas vraiment l'intérêt. En tout cas, pour le prix du timbre, pas pour la collection de timbres. Donc, vraiment, essayez vraiment de transformer vos data lakes en données déjà double opt-in, où vous puissiez communiquer. Si elles ne sont pas double opt-in, vous devez envoyer des mails et des mailings pour faire valider les personnes qui sont du coup dans vos data lakes, qui ont été qualifiées, parce que c'est vos bases clients, c'est vos bases de cartes de fidélité, c'est tout ce que vous avez pu récolter sur vos clients. Donc déjà, la première chose va être déjà de pouvoir qualifier, remplir et demander l'autorisation. Je vous assure que c'est un énorme travail de pas mal de temps. C'est assez impressionnant, vraiment. Les technologies, là, j'avais trouvé justement une infographie justement sur l'impact des technologies dans le marketing et les ventes. Et est-ce que du coup, est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que vous ne l'avez pas fait? Si vous voulez un petit peu tout ça, vous me demandez en MP sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous le transférer. Donc, on peut voir que ça n'a pas été, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été implémentées et il y en a qui ne sont pas prévues, no plan to implement, il y en a qui ne sont pas du tout prévues non plus, il y en a qui sont prêtes à l'implémentation, mais d'autres beaucoup moins. Alors, l'outsider, voilà, c'est un petit peu comme la tortue. L'outsider, c'est vraiment les nouveaux venus sur les marques, les outsiders, qui vont vraiment bouleverser, qui commencent à bouleverser et qui vont aussi continuer à bouleverser le monde des marques. Ceux qui sont vraiment le plus à même de bouleverser toutes les industries, les marques, sont en général les nouveaux venus. Pourquoi c'est les nouveaux venus? Parce qu'eux, justement, ils n'ont pas ce qu'on appelle chez nous d'antériorité à la marque. L'antériorité à la marque, ça veut dire qu'on doit aussi, quand on repense une marque et qu'on la transforme, que ce soit d'une manière naturelle ou post-crise, il faut qu'on plaise justement aux personnes
qui ont déjà eu l'attachement à la marque avant, d'essayer de savoir quelle génération on touche et d'essayer de plaire à ceux de maintenant et ceux dans 1, 2 ou 3 ans. On ne change pas, on ne repense pas une marque ou un logo, un packaging, des valeurs, des missions et tout ce qui gravite autour de la marque juste pour se faire plaisir. Voilà. Donc, l'avantage d'être un nouveau venu, c'est de pouvoir tout casser, de pouvoir commencer là où les marques, entre guillemets, qui ont beaucoup d'antériorité, n'ont pas su encore le faire parce qu'elles ont beaucoup plus de contraintes que les nouveaux venus. La sagesse stratégique a un prix parce qu'en comprenant l'ordre des choses et l'évolution des choses, vous allez aussi comprendre comment il est difficile de changer, justement par rapport à toute cette antériorité. Un nouveau venu est vierge de votre expertise et il sera vraiment plus à même de proposer une approche radicalement nouvelle. Tandis que vous n'allez pas pouvoir oser par rapport justement à votre image de marque qui est ancrée dans la tête du coup des consommateurs et aussi dans l'adoption des personnes qui ont acheté vos produits ou votre marque avant. La peur de se passer d'un chiffre d'affaires déjà récurrent fait que certaines fois, on ne se réinvente pas, mais on juste s'ajuste. Juste s'ajuste, ouais. C'est souvent comme ça que des fois, des grands relookings de marque se passent. On change un packaging, on arrondit un tout petit peu un logo, on ne change pas trop de choses pour ne pas heurter, pour ne pas risquer de… Alors, est-ce qu'on doit s'inventer ou se réinventer? Eh bien, justement, c'est là où c'est intéressant, ou juste s'ajuster. Alors, est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire? Oui, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un processus long, vraiment très long et compliqué, puisqu'il faut faire adhérer, il faut faire des tests, il faut faire des panels. C'est très long parce que ça ne sortira pas comme ça de toute façon. Ouvrir ces perspectives de réflexion pour le renouveau de la marque dans le digital. Alors, il y a vraiment une nouvelle perspective qui va être la digitalisation des marques. Eh bien, on y va. Je commence à avoir chaud, je ne sais pas si tu dis s'il fait beau ou pas. La priorité stratégique. Donc, la crise a empêché les contacts physiques et donc a modifié notre manière de travailler. On a favorisé énormément, bien entendu, le télétravail. Les entreprises ont dû s'adapter et la solution a permis aux salariés de rester en contact avec les autres collaborateurs à distance et d'avoir de plus en plus recours au digital. Donc, le digital est apparu, pour certains en tout cas, les autres avaient déjà été des early adopters, comme une solution primordiale. On est vraiment en phase d'hypercroissance sur le digital et il y a énormément de situations qui ont pu en témoigner, qu'il s'agisse du coup de télétravail, de visioconférence, du développement de la télémédecine. On a vu aussi énormément de développement de télémédecine, c'est d'ailleurs très, très pratique, ou l'éducation, ou les cours en ligne, ou le secteur du retail avec les click and collect. Ça s'est vraiment démocratisé. Ou comme il y a eu énormément de commerçants, comme je vous le disais, qui ont développé des sites e-commerce, que ce soit en nom propre ou en étant rattachés à une ville ou à une région. Donc, vraiment, la quasi-totalité des entreprises ou des startups se sont réorientées et ont réorienté leur business model vers plus de digital avec, du coup, le Covid et l'évolution sur le long terme du comportement des consommateurs. L'année dernière, que je retrouve le pourcentage, l'optimisation justement du digital et du marketing digital, elles ont permis à certaines marques d'enregistrer jusqu'à 20% d'augmentation de leur CA et jusqu'à 30% de réduction des coûts. Waouh, assez impressionnant. Est-ce qu'on devrait peut-être alors se tourner dans ces cas-là? Il y a énormément de marques qui me le demandent vers du coup des points de vente showroom pour ne vendre qu'en ligne. Ça, c'est toute la réflexion que je suis en train justement d'opérer. Après, il y a énormément de choses démographiques à rentrer et de coupler les CRM et non pas les data lakes, des CRM qui sont qualifiés par rapport aux clients. C'est assez impressionnant comme travail. Et avant, seulement 2% des entreprises, j'avais vu une étude du Boston Consulting Group, donc le BCG, et on avait atteint un stade de multi-moment le plus élevé des 4 phases de maturité du marketing digital. Donc, on est vraiment en stade d'hyper-croissance. Et c'est là, justement, où je suis ravie de pouvoir partager
au Tunisia Digital Summit un petit peu toutes mes petites trouvailles. Alors, les 5 leviers pour la maturité digitale. Vraiment numéro 1, c'est la data. On en a parlé un tout petit peu avant. On a différents points de contact, donc des touchpoints, qui sont vraiment essentiels pour comprendre le comportement, les segments, les cibles, les tendances, les habitudes de consommation, les habitudes de reconsommation, de pouvoir aussi calculer le churn. Le churn, du coup, voilà, tout le monde sait ce que c'est parce qu'on est entre marketeurs. Et vraiment pour délivrer vraiment une expérience à la marque, des messages qui vont être plus adaptés et personnalisés et plus significatifs d'une cible à l'autre. Et on va pouvoir vraiment, grâce à ça, mesurer l'impact et l'efficacité des multiples points de contact tout au long du parcours client. Et c'est vraiment là, on en parle, mais peu le font. C'est ça qui est important de souligner. Numéro 2, essayez aussi le plus possible d'automatiser les tâches et de personnaliser, et ça, il y a encore énormément de travail à faire, de personnaliser les messages pour maximiser l'impact. Alors, quand je dis personnaliser les messages, ce n'est pas « Bonjour Marie ». Ce n'est pas ça. La personnalisation des messages et le marketing automation, ce n'est pas ça. C'est de pouvoir, et ça se fait pas encore beaucoup, de pouvoir personnaliser suivant les anciennes habitudes d'achat, les achats actuels, le taux d'achat, le taux de réachat, de pouvoir analyser tout ça et de proposer des expériences dans la marque, des expériences intéressantes, intelligentes et impactantes. Et ça, c'est aussi le rôle des marketeurs. Et il faut juste donner les moyens et les équipes aux marketeurs. Le problème toujours se pose, c'est un problème de moyens et d'équipe. J'ai vu dans des boîtes, des sociétés qui sont 500-600 personnes, un directeur marketing digital, un responsable marketing digital et un alternant. Comment vous voulez pallier au travail quotidien, aux choses récurrentes et en plus d'avoir le temps pour l'avenir? Ça me paraît bien compromis. Donc, c'est aussi ça qu'il va falloir donner, c'est du temps et des équipes, sans donner les moyens. Et c'est là souvent où le bas blesse. Voilà, je le dis parce que c'est des expériences vécues. Ensuite, d'établir vraiment le plus possible aussi donc des partenariats stratégiques avec vraiment des objectifs marketing partagés. Les partenariats stratégiques, il y a énormément de marques et d'entreprises qui n'osent pas le faire. Pourtant, les NDA existent, les contrats cadres existent, les annexes existent, les contrats de non-recrutement existent. Enfin, je ne comprends pas pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, on n'ose pas en faire beaucoup plus que ça. Ensuite de ça, ça va être vraiment de pouvoir faire des formations et des recrutements tout au long du parcours aussi de compétences de vos salariés et de l'analyser. Ça va être vraiment important aussi de pousser aussi ça pour se dire, OK, on en est où actuellement? Audit, diagnostic, proposition. Ça va être important. L'important dans le digital, mais aussi dans le marketing, c'est de pouvoir opérer le plus souvent possible des matrices d'impact extérieur sur votre business interne. Ça veut dire les matrices PESTEL, politique économique, sociale, technologique, environnementale, légale, et de pouvoir aussi mesurer l'intensité de la concurrence avec d'autres matrices. D'accord? Que ce soit BCG, que ce soit porteur, c'est d'analyser régulièrement et pas de subir, d'analyser pour faire ensuite et non pas de subir. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire. Ça va être aussi de mettre en place des équipes qui vont être polyvalentes et qui vont être dotées d'une logique test and learn. Ça veut dire qu'on achète des compétences, mais on achète aussi des soft skills. Et si on n'est pas toujours en mode test and learn, ça va être compliqué d'aller voir l'avenir. Vraiment très, très, très compliqué. Pour la présentation, je pense qu'on a bien avancé. Assurer la pérennité de votre activité avec le télétravail. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont efforcées de relever dans l'urgence le défi du télétravail. Il y a eu pas mal de DSI qui ont été sous pression, surtout par rapport à la confidentialité des données. Il y a énormément de salariés qui veulent travailler 100% en télétravail, donc il va aussi falloir pour votre marque essayer de voir les habitudes de consommation, parce que si de plus en plus de salariés
se retrouvent en télétravail, vous avez beaucoup plus de travail à distance grâce au digital. Donc, c'est vraiment le moment de tout transformer, se transformer en 4 étapes. Donc, analyser les besoins de vos clients. Donc, le comportement, ce qu'on vient de dire justement, a changé. Donc, tous les annonceurs vont devoir analyser constamment, et pas tous les 4-5 jours, constamment ce que les utilisateurs cherchent, les catégories de produits qui sont en hausse, afin justement de pouvoir adapter et ajuster justement le cycle de vie du produit et aussi la supply chain, ce qui est très intéressant de pouvoir l'adapter pour éviter des ruptures de stock. Ensuite, ça va être vraiment d'adapter votre approche de flexibilité. Donc, il y a énormément d'entreprises qui ont personnalisé leur campagne dans des nouveaux domaines d'activité. Il y en a qui ont inventé des nouveaux produits sur des nouveaux marchés. Il y en a qui sont justement développés sur des nouveaux produits ou des nouveaux marchés. Il y en a qui sont passés du B2B au B2B2C. Donc, il y a énormément d'évolutions aussi comme ça de marchés et ou de produits. Ensuite, analysez votre data first party de façon responsable. C'est ce qu'on vient de voir justement avant. Essayez vraiment de travailler vos touchpoints, les data, d'en faire des data exploitables. Vraiment, c'est important de prendre le temps. Je vous assure que le ROI est très intéressant une fois que c'est mis en place, je vous l'assure. Je ne peux pas vous donner par contre de chiffres actuellement. Je n'ai pas le droit de le faire pour mes clients. Repenser ensuite les business models. Donc, on est dans un environnement très dynamique et hyper concurrentiel. Subir, c'est pallier à un problème immédiat. Repenser, c'est justement s'inscrire dans l'avenir. Donc, essayez de voir vos dépenses marketing, d'adapter vos dépenses marketing, de faire des audits et des diagnostics de vos dépenses marketing pour essayer d'optimiser toutes les dépenses et d'avoir suffisamment de budget pour pouvoir les mettre ailleurs pour voir l'avenir. Donc, voilà. Repenser les bases. Ensuite, une petite checklist. On est du coup dans une communication tournée vers l'humain, vers des moments de vie. On est vraiment dans les moments de vie et pas je te présente mon produit, il est beau. On est dans des moments de vie, dans des moments de partage. On doit aussi voir les consommateurs en action. On ne fait pas de greenwashing, ça c'est vraiment, et ceux qui le font vont se casser la figure. On parle toujours aux émotions et aux aspirations profondes, pour reprendre la base, la pyramide de Maslow. On adapte sa stratégie commerciale pendant, après, et on voit sur le long terme, on enlève ses œillères. Et on ne part pas qu'à l'urgence. On repense tout son ADN, si on a besoin, bien entendu, de le faire. Valeur, effort, utilité, mission, vision. On concrétise et on décline sur les médias. Attention, sur les médias, ça ne veut pas dire que vous devez être partout. Justement, ce qui est intéressant, quand on transforme un data lake justement en data exploitable, c'est qu'on peut très bien savoir où se trouvent nos clients, nos futurs clients. C'est ça qui est du coup assez intéressant. Petit rappel sur les types de communautés par rapport à vos clients pour les marques. Vous avez aussi plusieurs sortes de communautés. Les communautés d'intérêt commun, les communautés d'action, les communautés de lieux, de pratiques, de circonstances. On est dans un format hybride. Donc, voilà, j'aurais bien aimé échanger avec vous, mais là, ce n'est pas possible. En tout cas, je me ferai un plaisir par message privé. Il y a différents canaux qui n'ont pas encore été exploités. J'en parlais déjà l'année dernière aux impériales. Du coup, voilà, ça n'a pas été encore adopté. Du coup, c'est le RCS. Le RCS, du coup, c'est le nouveau format des marques pour vraiment se rapprocher des consommateurs. Ça signifie Rich Communication Services et ça désigne un protocole développé par le GSMA, donc qui est voilà, un protocole international, qui enrichit les envois d'SMS en ajoutant beaucoup d'options. Ça permet vraiment de créer un lien à la marque parce qu'on peut envoyer des images, des vidéos en très HD haute définition et on peut créer des discussions. Ça veut dire que la marque vient dans votre univers à vous, vient dans vos groupes à vous. En plus de ça, on peut voir si la personne écrit en même temps. C'est vraiment un format que je recommande. Du coup, il s'est démocratisé vraiment comparé au SMS classique. Les performances, le retour sur investissement et les performances surtout sont 3 fois supérieures. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai co-rédigé un article sur le RCS SMS
n'hésitez pas du coup à m'envoyer un message pour que je puisse vous partager mon livre blanc sur le RCS. Voilà un petit peu ce que ça peut nous donner. Before, qui est juste à gauche, le SMS, et After, avec le RCS, on peut vraiment faire vivre des expériences de marque et d'essayer de rediriger vers les touchpoints. C'est ça qui est très intéressant dans le RCS. Voilà, on peut voir un petit peu la forme de déclinaison. Ça peut être vraiment très intéressant parce que ça permet vraiment d'entrer dans le côté ultra personnalisation et assez friendly à la marque. On peut voir, c'est assez sympa. Voilà, c'est très, très rapprochant. Je vous assure que ça fonctionne hyper bien si vous voulez vous y mettre. Ça s'appelle le RCS. On a bientôt terminé. On ne va pas parler des problématiques aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, vous avez apprécié du coup de pouvoir échanger sur les marques, la transformation et le digital à distance, moi depuis Paris et vous depuis la Tunisie ou depuis le monde. Pour approfondir, n'hésitez pas à revenir vers moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. En tout cas, je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.